Madame, Monsieur, merci de vous joindre à votre rendez-vous de l'actualité. Le point reçoit pour vous aujourd'hui Godefroy Mwamba, membre de la fraternité Mwamba. Avec lui, nous allons discuter d'une question d'actualité. Il s'agit du budget. Le budget national est évalué, les projets en tout cas, à 13 milliards de francs congolais, autour de 13 milliards de francs congolais. Mais selon Godé Mwamba, ce budget est inconstitutionnel. Nous allons comprendre avec lui pourquoi et qu'est-ce que cela a comme conséquence. Est-ce qu'on peut y remédier? Merci d'avoir accepté notre invitation, Godefroy Mwamba. Merci. Alors, je l'ai déjà dit, donc selon vous, le budget national est inconstitutionnel. Il est important que vous puissiez d'abord expliquer pourquoi il est. Avant que je n'entre dans la matière proprement dite, Oui. je voulais expliquer la démarche que nous avons entamée au niveau de la fraternité Bana Mwamba. Il faut dire que dans l'histoire... Qui est une ASBEL et non un parti politique. Ce n'est pas un parti politique, c'est une ASBEL. Nous avions d'abord commencé par l'hôtel des villes de Kinshasa. Nous avions fait remarquer l'année passée à l'hôtel des villes que le budget du gouvernement provincial n'avait pas de budget des communes. Et que nos communes fonctionnent non pas comme des entités territoriales qui sont décentralisées, mais plutôt comme des appendices de l'hôtel des villes. Et pourtant, le bourgmestre est une autorité à qui on a conféré des compétences et à qui on a conféré les moyens pour réaliser ces compétences-là. Nous avons, cette année, fait remarquer aussi, là nous n'avions pas eu de réponse, le gouverneur Jean-Denis Kobila ne nous a même pas accusé réception. Nous ne nous sommes pas fatigués, nous avons écrit au président de l'Assemblée provinciale, qui est un professeur d'université, qui comprenait très bien les matières économiques qu'il maîtrise mieux que moi. Godin Poy. Nous lui avons démontré que lui, en tant qu'autorité budgétaire, il ne pouvait pas permettre que ses électeurs qui se retrouvent dans des communes ne soient pas gérés efficacement. Et ne sont pas gérés efficacement pourquoi? Parce que la commune a des compétences, a des attributions, mais la commune n'a pas de budget, n'a pas de fonds. Comment allons-nous prendre en charge des desiderata de la population? Parce que la population pauvre que nous sommes, nous vivons dans nos rues, nous vivons dans nos localités, nous vivons dans nos quartiers et nous vivons dans nos communes. Lui a eu au moins la gentillesse de nous répondre, d'accuser réception. Mais sur le fond, il n'a pas entamé une discussion avec nous. Ça, mais sur le fond, parce qu'on est encore là-dessus, les préliminaires, mais sur le fond, dans le système politique qui est le nôtre, nous sommes dans un système fédéral, décentralisé, déconcentré ou décentralisé? Non, ça, vous savez, notre système est middle, comme on dit. Il est au milieu, entre le fédéralisme et l'unitarisme. Mais la manière dont nous fonctionnons, nous continuons à fonctionner comme à l'époque du MPR avec l'unitarisme. Oui, mais la question que je voulais poser pour comprendre comment est-ce que quelle était votre approche de cette matière? Parce que aujourd'hui, les entités territoriales décentralisées reçoivent une forme de rétrocession qui vient du budget central, du gouvernement central, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ce que je critique évidemment. Parce que le constituant a fait quoi? D'abord, le constituant a donné au pouvoir central ses compétences, des compétences exclusives du pouvoir central. Il a donné des compétences exclusives au pouvoir provincial, donc au gouvernement provincial. Et il lui a donné aussi des compétences concurrentes, oui, avec le gouvernement central. Après, on a donné des compétences aux entités territoriales décentralisées. À chaque niveau de compétences, par exemple, au niveau national, vous avez les recettes à caractère national, qui sont produites même dans les provinces, mais dont 60% constituent les ressources du gouvernement central. Les 40% de ces recettes à caractère national sont vouées aux provinces. Et dans certaines circonstances, on a donné certaines attributions aux communes. Par exemple, vous avez l'impôt minimum personnel, qui est un impôt exclusivement communal, qui ne peut jamais être utilisé par le gouverneur. Ici à Kinshasa, qui ne peut pas être utilisé par le gouverneur de la ville, mais qui doit être utilisé par le bourgmestre. Je vous donne un cas. Prenons la commune de Limete.
800 000 personnes. Supposons que sur les 800 000 personnes, il y a des enfants, il y a des invalides, il y a 500 000 personnes qui peuvent participer à cet impôt. Et que si le bourgmestre fixe cet impôt à 10 $ seulement, nous aurons 5 millions de dollars comme recette délimitée. Et pourtant, regardez comment se passent les recettes qu'on donne à la commune. On ne donne jamais des recettes qui arrivent à 800 000 $ par an. Non, c'est minime. On a donné les véhicules. Vous prenez un véhicule, c'est 100 000 $ le véhicule. Mais si la commune elle-même génère 5 millions de dollars, c'est vrai, les recettes vont être augmentées parce qu'il y a des recettes qui viendront de l'hôtel de ville, mais en réalité, la commune prend directement en charge les besoins sociaux de base, qui sont lesquels? On parle de Kin Bopeto. Kin Bopeto ne sera jamais une réussite si cela doit continuer à être géré par l'hôtel de ville. Donc l'hôtel de ville concevant le Kin Bopeto, il a déjà échoué dans la conception et la planification. Mais ma question revient. Vous les considérez comme des entités territoriales décentralisées. Oui. Et cette décentralisation, est-ce qu'elle a un lien avec les financements publics? Mais oui, c'est ce que je vous dis. On a donné les attributions à la commune, qui est une entité territoriale décentralisée. On lui a donné ses recettes. Il y a ce qu'on appelle les recettes spécifiques et les recettes propres. Parmi ces recettes propres, je vous ai cité un impôt. C'est vrai que la commune doit aussi avoir, par exemple, l'impôt sur les revenus locatifs. Ça, c'est pour la province. Mais la commune a sa quotité dans cet impôt-là. Et d'autres impôts, par exemple, l'impôt des véhicules automoteurs. Les impôts fonciers, par exemple. Tout ça, ce sont des impôts au niveau provincial, mais dont les répercussions, il y a des retombées au niveau de la commune. Il ne faudrait pas ici qu'on comprenne la commune comme étant un appendice de l'hôtel de ville. Et c'est ça la mauvaise conception. La commune doit avoir sa planification de développement. Je vais aller en profondeur pour dire, par exemple, sur les routes. J'ai vu un jour le gouverneur de la ville de Kinshasa aller réparer la route Nsele, qui est une nationale numéro 1. Non, ce n'est pas l'attribution du gouverneur. Quand le gouverneur prend notre argent de Kinshasa, il va réfectionner la nationale numéro 1, il a détourné l'argent. Parce que l'argent de Kinshasa n'est pas destiné à la route nationale. Oui, mais attendez. Nous sommes, vous avez dit middle, nous sommes dans une sorte de fonctionnement hybride. Oui. En attendant mieux. Toujours est-il que si aujourd'hui, du point de vue politique, il y a cette rétrocession du pouvoir au niveau des entités territoriales décentralisées, mais au niveau des finances, c'est un peu plus complexe. Parce que vous évoquez peut-être aujourd'hui, vous posez le problème dans le sens où les pouvoirs centraux, le gouvernement central, régenteraient le reste. Mais vous savez que quand on regarde, on considère la mobilisation des recettes, eh bien, il y a un certain nombre de provinces. Vous prenez, entre autres, les Kasaï centrales, le Bandundu, ainsi de suite, qui vivent essentiellement de la rétrocession. Pourquoi? C'est parce que les gens ne suivent pas ce qui est écrit. Mais là, ces gens-là, c'est à quel niveau? S'il vous plaît. Il s'agit des responsabilités au niveau provincial. Ne restons pas au niveau de la pratique. Je vous invite d'aller dans les textes. Je prends la Constitution à l'article 174. Il est clairement dit que tout habitant du Congo, pas même tout Congolais, tout habitant du Congo doit participer aux charges publiques. Aujourd'hui, dites-moi, par quel acte juridique ou par quel mécanisme le budget actuel applique-t-il cette disposition de l'article 174? Rien du tout. Je vous donne l'article 175. L'article 175 vous dit ceci, je le lis in extenso. Les budgets de recettes et de dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année. On vous donne. Ça, c'est arrêté chaque année. On dit comme ça, c'est le budget du pouvoir central et le budget des provinces. Le budget qui est en discussion aujourd'hui n'a pas de budget des provinces, parce que les budgets des provinces, les provinces n'ont pas encore émis leur édit budgétaire. Nous allons plus loin. La loi sur la libre administration des provinces, qui est la loi qui réglemente
l'administration des provinces vous dit ceci, que les budgets des entités territoriales décentralisées sont intégrés en dépenses et en recettes dans le budget de la province. Et nous constatons qu'à Kinshasa, par exemple, et il est le cas pour toutes les autres provinces, les communes n'ont jamais effectué effectivement leur budget et puis les décisions budgétaires, comme on dit. Parce qu'au niveau national, c'est la loi budgétaire. Au niveau de la province, c'est un édit budgétaire. Au niveau de la commune, c'est une décision budgétaire. Il n'y a pas de décision budgétaire. Nos communes fonctionnent comme des entités, des appendices du gouverneur. Ce n'est pas ça ce que le constituant a fait. Vous allez aussi à la loi numéro 11, 001. Je vous ai laissé le temps pour que vous puissiez faire votre démonstration. Oui. Je pourrais vous poser des questions, des compréhensions après. Oui. Donc, vous devrez nous démontrer... Je donne la loi financière. Oui, vous devrez nous démontrer comment le budget national... on a peut-être indexé l'exercice actuel en cours, mais en réalité, selon ce que j'ai compris, c'est la manière dont notre budget est constitué depuis un moment qui serait inconstitutionnel. Mais c'est inconstitutionnel. Oui, expliquez alors. La loi des finances, par exemple, oui. Elle dit exactement, parce qu'elle reprend tout ça, elle dit ceci, c'est l'article 6, chapitre 2, qui parle de l'unité du budget. Il dit ceci, le pouvoir central, la province ou l'entité territoriale décentralisée présente chacun en ce qui le concerne et dans un document unique toutes les ressources et toutes les charges afférentes à une année. Toutes les charges et toutes les recettes afférentes à une année. Moi, j'habite Lemba, quartier Salongo. Est-ce que les charges de mon quartier, qui devraient être dans le budget de la commune, sont-ils prises en charge dans ce budget là-bas? Je dis non. Parce que la commune n'a même pas de budget. Et le budget de la commune n'a jamais même été intégré dans le budget de la province. C'est là où j'ai dit, le budget, non seulement qu'il est inconstitutionnel, il ne respecte même pas le reste de loi. Mais sur le plan pratique, c'est un budget qui nous amène de plus en plus dans la pauvreté. Parce que le problème de la pauvreté de la République démocratique du Congo n'est pas le problème des richesses. La République, elle est riche. Parce que nous avons des potentialités pour cette richesse. Mais par contre, c'est l'inefficacité de la gestion. Et le budget... Alors, s'il vous plaît, revenons d'abord à l'aspect constitutionnel. Oui. Après, on pourra nous attaquer à l'aspect des gestions, Oui. donc gestion publique, de bonne gouvernance, donc, et puis peut-être voir les liens politiques. Mais vous avez évoqué l'aspect inconstitutionnel du budget, Oui. du fait qu'il le serait, ou il est inconstitutionnel selon vous, dans la mesure où il n'est pas élaboré en tenant compte du budget des entités territoriales décentralisées. En réalité, et des provinces. Oui, et des provinces. En réalité, ce serait une forme de pyramide. On commencerait à la base et puis on consoliderait jusqu'à arriver au budget national. C'est ce que recommandent la loi, les lois et la Constitution. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Oui. Donc, c'est inconstitutionnel, c'est illégal. Parce que c'est un budget du pouvoir central qui est discuté par l'Assemblée nationale. Non. Vous avez déjà évoqué ici quelque chose, ce serait peut-être une manière de ne pas être capable de capter la richesse du contribuable congolais ou l'apport du contribuable congolais. Donc, mais est-ce que ça, ce n'est pas une vraie question? Est-ce que vous êtes au courant de l'assiette, j'allais dire pas des recettes, mais en termes d'imposition aujourd'hui, sur les 80 millions d'âmes que comptent les pays, savez-vous dans quelle proportion les gens sont imposés ou ils contribuent aux recettes publiques? En fait, il y a une surcharge d'impôts. Quand vous lisez la planification du gouverneur de la ville de Kinshasa, je le prends en exemple, lui-même affirme dans son document du plan quinquennal qu'il y a 246 actes générateurs de recettes. C'est trop. Et de deux, si ces actes de recettes existent et qu'il est incapable de récolter les recettes, c'est ça l'incapacité de gouvernance, c'est l'incompétence. Non, mais le problème, il est systémique, moi j'ai l'impression. Il part déjà du fait que, vous avez dit que les pays n'est pas pauvre, mais c'est peut-être sa population qui, curieusement, sa population est pauvre. Donc, il y a un problème du système
Non, faut déjà... le système est constitué des hommes. Moi, je vous dis ici, Oui. si l'hôtel de ville de Kinshasa reconnaît qu'il y a 246 actes générateurs de recettes et qu'il est incapable de faire 1 milliard de dollars de recettes par an, c'est qu'il y a l'incapacité. Quand nous votons Mais sur quelle population? S'il vous plaît, je vais revenir à la pauvreté de la population. Ouais. Quand nous votons nos dirigeants, quel est leur rôle? Quand ils viennent devant nous, c'est pour dire « Votez-moi, je vais résoudre votre problème ». Mais il arrive, il ne sait pas résoudre le problème de la récolte d'impôts. Même en cela, je lui ai proposé un budget d'1 milliard de dollars pour la ville de Kinshasa sur base de 4 impôts. On n'a pas le temps pour les démontrer ici. Mais je lui ai écrit, s'il n'est pas capable de le faire, pourquoi il n'a pas associé la fraternité Banamouamba dans cette conception? C'est pourquoi nous sommes allés maintenant au niveau de l'Assemblée nationale pour attirer l'attention de l'Assemblée nationale qu'attention, ce que vous faites est non seulement inconstitutionnel, mais plonge notre population dans la pauvreté. Si le gouvernement central, si le gouvernement provincial, si le bourgmestre sont incapables de mobiliser les recettes, et pourtant nous, la population, nous comptons sur eux pour que ces recettes soient mobilisées et que nous sortions de la pauvreté, c'est qu'en ce moment-là, soit il démissionne, soit la population demain choisit, heureusement que nous sommes en démocratie. Mais vous parlez des finances publiques ou bien... S'il vous plaît. Vous parlez finances publiques ou bien politiques? Non, mais pourquoi vous devez me distinguer? J'essaie de comprendre. Comment mon interrogation, posez-moi la question de savoir comment j'ai commencé cette interrogation. Je suis un citoyen congolais qui a été formé. D'abord, le premier hic que j'ai eu, c'est quand le président de la République est revenu d'un voyage, je ne sais plus où, il a imposé dans le gouvernement qu'il y ait un budget de 12 milliards de dollars. Tout a été fait pour qu'on le torpille, afin de démontrer que c'est impossible que la République ait un budget de 2 chiffres. Tous les experts sont sortis des officines politiques pour démontrer au chef de l'État que c'est impossible d'avoir un budget de 12 milliards. Et je pense qu'il y avait même un budget intermédiaire qui réduisait tout à 5 milliards. Mais quand nous lisons, moi, comme citoyen congolais élite, qui côtoie la pauvreté tous les jours, je suis en Ngaba chaque dimanche pour ma prière, je vois quelle est la couleur de la pauvreté. Et je ne peux pas tolérer ça parce que le pays est riche. Mais en tant que citoyen, je dois contribuer. Même si on ne m'a pas proclamé élu, mais j'ai le devoir de contribuer pour que notre population ne reste pas éternellement pauvre. Ce que j'essaie de comprendre aussi, c'est la praticabilité de votre approche. Oui. Parce que vous dites que nous partirions de communes, oui, et que les communes peuvent mobiliser suffisamment de recettes. Oui. Mais ces mêmes communes, on voit bien que quand il s'agit du budget national, ce n'est pas fameux non plus. Et quand vous regardez dans ces communes, qui est-ce qui va être imposé? Lorsqu'on a essayé l'impôt sur celui qui pouvait peut-être être le plus facilement jouable, l'impôt sur l'impôt locatif. Oui, impôt sur le revenu locatif. Oui, l'impôt sur les revenus locatifs. Mais combien paye cet impôt? Parce que cet impôt sur les revenus locatifs est même payé avec les loyers. Oui. Monsieur John, d'abord, je veux résoudre une première interrogation que tu as donnée. La population est pauvre. Non. La population africaine, la population congolaise, la population quinoise n'est pas pauvre. Il suffit que tu ouvres un petit bureau ici, tu dis j'envoie les gens en Europe, vous verrez des gens venir avec 2000 $ pour partir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là, c'est le ciel, ici c'est l'enfer. Il suffit de dire à la même population, donnez votre 10 $, donc 1000 fois moins que ce que vous donnez pour aller à l'Europe, nous transformons Kinshasa pour que Paris, Washington, Londres soient Kinshasa. Ces Congolais donneront l'argent. C'est question de la confiance de celui qui dirige et de la manière dont il procède. Je vous ai démontré, si prenons seulement l'impôt personnel minimum, je suis catholique, je ne sais pas, les autres, chacun a sa religion, mais nous avons des contributions à l'Église. Les gens vous donnent même des maisons entières qu'ils donnent à l'Église, des bijoux, de l'argent, des 10%. Pourquoi? Parce qu'on leur dit qu'avec la prière, vous deviendrez riches. Mais si ici, le gouverneur de la ville de Kinshasa, s'il est crédible, il démontre aux Quinois, j'ai besoin de... Mais c'est valable pour tout le gouvernement, parce que je ne veux pas que vous fassiez une fixation. Non, je suis Fraternité Banamouamba, c'est une association de Kinshasa. Oui, ce que vous dites est valable pour toute la République. Pour toutes les provinces. C'est pourquoi je parle du budget qui n'est pas constitutionnel, voilà, qui ne permet pas la gestion efficace du pays. Oui, mais je prends comme cas d'école la Moamba, là où
moi je vis tous les jours, parce que je ne veux pas être en l'air, je veux être pratique. Mais est-ce qu'au cœur de votre... Laissez-moi terminer sur la pauvreté. J'ai dit que nous donnons les offrandes et les dîmes. L'Église catholique, c'est là où on donne le moins possible. Moi, je suis catholique. Par mois, non, par semaine, je ne donne pas moins de 5 000 francs comme offrande. Et comme j'ai 6 enfants, 7 enfants, chaque enfant, je lui donne 1 000 francs. Donc, je me retrouve pratiquement avec 5 $ par semaine. Fois 52, je suis au-delà de 200 $. Donc, si on me demande de donner 50 $ pour que ma ville demain devienne comme Paris, comme Londres, comme Washington, je donnerai volontiers. Pourvu que celui pour qui je donne cet argent démontre préalablement qu'il est d'abord capable, lui, de gérer sans voler. Et qu'il est capable, lui, de transformer, de mettre en place des mécanismes pour atteindre les objectifs de la mobilisation de recettes. Et c'est là où vient l'incompétence de nos dirigeants actuels, ce que moi j'appelle l'inefficacité dans la gestion. Donc je vous donne des cas. En fait, je comprends, vous posez plutôt le problème de la bonne gouvernance ou de la confiance entre le gouverné et les gouvernants. Tous les problèmes sont dedans. Moi, j'appelle ça l'inefficacité de l'administration de notre pays. Regardez, vous avez Kimbanseke, 1 200 000 habitants. Est-ce que ça peut s'appeler commune? Parce que c'est le Gabon tout entier. C'est le Gabon tout entier. Est-ce que ça peut s'appeler commune? Pourquoi on ne réforme pas? Pourquoi on ne subdivise pas ces entités? Moi, je suis à Salongo depuis 2003. Je n'ai jamais vu ni mon bourgmestre, je n'ai jamais vu ni mon chef de quartier, ni mon chef de rue. Et vous prétendez m'administrer? Non. Mais vous savez comment est-ce que vous réagissez lorsque je vous fais, par exemple, voir que les budgets de 12 milliards, qui en réalité n'a pas pu, parce qu'il y a eu un rectificatif à cause de la Covid, aujourd'hui, il est pratiquement de moitié, et les projets des budgets qui est là. Il est pratiquement de moitié. Quel est le problème alors? D'abord, le tout premier problème, c'est dans la vision de la gestion. On ne gouverne pas le pays à partir de la capitale. On gouverne le pays à partir de la rue et de la localité. Mais partant de ce pouvoir, il est celui qui devrait normalement fédérer les gens, faire adhérer la population. Mais vous me posez une question, laissez-moi vous répondre. La gouvernance de la ville de Kinshasa ne doit pas se faire à l'hôtel de ville. Bon, moi je ne veux pas... Laissez-moi continuer, vous me coupez. Non, mais... Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma réflexion. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous fassiez une fixation sur la ville de Kinshasa. Mais je suis fraternité Banamo-Amba. Oui, mais c'est un problème... parler alors des communes de C'est un problème général qui concerne... C'est un problème général, mais nous devons partir d'un cas d'école. Moi, je ne suis pas un homme de livres. Je suis un homme pratique. Ok, je parle de la pratique. Je vous dis, la fraternité Banamo-Amba, nous sommes à Moamba. Je vous ai donné le cas de Limité. 800 000 habitants. Si 500 000 contribuent à 10 $, nous avons 5 millions de dollars. Et avec les 5 millions de dollars, s'il vous plaît. D'impôt de quoi? D'impôt minimum personnel. Impôt minimum personnel. Nous avons 5 millions. 5 millions de dollars. Mais maintenant, voyons les attributions de la commune. C'est la sécurité. Quand vous allez dans les attributions de la compétence de la province, il y a aussi la sûreté intérieure. Je ne peux pas comprendre que le gouverneur de Kinshasa se précipite à prendre 900 personnes, 2000 personnes, envoyées à Kanyama-Kasese, pendant qu'il lui est demandé, lui, d'encadrer cette jeunesse à Kinshasa. Comment voulez-vous que les gens contribuent à 10 $, alors que... Ils sont pauvres. Le seuil de pauvreté, justement. Non, mais ça, c'est des gens qui vivent avec moins de 1 $ par jour. Mais je vous ai démontré que les Quinois, tous les jours, donnent l'offrande. Que dit la Bible? Parce que finalement, vous insistez là-dessus. Donc vous dites... S'il vous plaît, laissez-moi vous dire ce qu'il y a. Il y a une richesse cachée La richesse est là. Mais sauf que ce sont les gens qui sont incapables de mobiliser ces recettes et de donner le bonheur aux Quinois. Parce que les gens qui vont à l'église, par exemple, le pasteur leur met la main. Il dit c'est la bénédiction. Il commence par 1 $, 2 $, 10 $. Il arrive même à 1 000 $. Les gens donnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance au pasteur qui leur donnera le bonheur. Mais nous, les dirigeants, mais la Bible elle-même dit quoi? La Bible dit, Jésus-Christ dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous, les chrétiens qui allons donner à l'Église ce qui est à l'Église, ce qui est à Dieu, est-ce que nous donnons ce qui est à César?
Est-ce que nous respectons la Bible elle-même? Pourquoi aujourd'hui, si nous changeons notre pensée, avec l'aide des mêmes pasteurs, les gens vont contribuer? Et parce qu'ils vont contribuer, je vous ai donné les cas délimités où nous pouvons avoir 5 millions de dollars. Avec 5 millions de dollars, nous allons construire des véritables, comment on dit, les bureaux de communes, les bureaux de quartiers, les bureaux de localité, les bureaux de rues. Avec l'impôt sur le revenu locatif. Je vous donne un exemple simple. J'ai une parcelle à Montbellé, sur l'avenue Fayala, où on me paye en tant que bailleur 320 $. Et si je prends les 20% qui sont réclamés par l'État, ça fait 64 $. Nous avons presque 300 maisons, nous sommes au-delà de 10 000 $. Mais qu'est-ce que demande la rue en termes de gestion efficace? La rue a besoin du chef de rue, la rue a besoin au moins 15 cantonniers. La rue a besoin des enfants de la rue qui doivent devenir des policiers. Pas quelqu'un qu'on amène de Lubumbashi, il vient ici, devient policier, il commence à chicoter les gens, on l'appelle mal à l'aise, on dit police de proximité. C'est une mauvaise vision de gestion. Et nous avons besoin de cantonniers pour Kinbopeto. Et quand je calcule, ça me fait 26 personnes. Si j'affecte au chef de quartier, par exemple, 300 $, au cantonnier 200 $, au policier 150 $ ou 200 $, vous restez avec sur 10 000 $, vous ne consommez même pas la moitié. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi le budget de l'année passée, le budget national, est passé de 12 milliards, aujourd'hui on est à l'exercice 2020-2021. Parce que c'est lui qui a conçu le budget. À 6 milliards. C'est lui qui a conçu le budget, pense que la République démocratique du Congo doit être gérée à partir de Kinshasa. Non, c'est une faute de conception. La gestion doit se faire à partir de la rue. Si un jour il pense à cela, nous aurons un budget de 30 milliards de $. Je vous donne un cas tout à fait simple, parce qu'on a parlé de Kinbopeto qui a été mal planifié dans la ville de Kinshasa. J'étais dans la ville d'Abidjan, dans la mairie de Cocody. Comment est-ce que se passe la récolte des fonds pour l'environnement? Et ils appellent là-bas l'environnement que nous appelons ici salubrité. Chaque magasin est identifié. Et chaque magasin a en son sein des terminaux susceptibles de capter l'argent dès qu'on émet une facture. Et les factures portent les hologrammes. Et dès qu'on émet une facture, pas l'hôtel de ville, le quartier reçoit directement la part d'environnement. Parce que quand vous achetez par exemple un appareil comme celui-ci, il est dans un carton. Il a des sachets, il a des lièges. Mais vous devez aussi payer l'argent pour évacuer ces immondices afin d'aller les jeter. Mais cet argent-là, on ne le donne pas à l'hôtel de ville qui ne sait pas le remettre. Cet argent va directement à l'entité qui s'en charge, qui est le quartier. Vous comprenez? Et quand moi j'ai longé la grande avenue pour aller vers les Yopougon, qui sont des grandes villes, vous voyez que tout l'espace le long des avenues est occupé par des magasins de même couleur. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit, ce sont des magasins du quartier. Donc même les loyers de ces magasins, sur l'emprise de la route, ils reviennent au quartier. C'est comme ça que le développement s'est fait par le quartier, s'est fait par la rue, s'est fait par l'avenue, et non pas à partir de l'hôtel de ville. Je vous donne encore l'échec, je ne m'acharne pas sur Ngobila, c'est un exemple que je donne, qu'il m'excuse, mais il a planifié la ville de Kinshasa. Nous avons 10 000 tonnes de production de déchets par jour. Il n'a même pas 100 camions. Même erreur de conception, il va mettre une seule décharge publique de l'Union européenne vers Kinkole. Imaginez-vous, nous sommes à l'IPN ici. Un camion de décharge doit courir toute la ville pour aller jeter. Revenons au budget. Nous allons y revenir parce que tout ça, ça fait partie de l'inefficacité de la gestion. Oui, revenons au budget. Nous revenons au budget pour dire, si ce budget-là qui a été réduit à 5 milliards de $, si on y avait mis, parce que c'est l'année passée, si on y avait mis le budget de Kinshasa, le budget de Kinshasa actuel est de 535 millions de $. Nous ne serions plus à 5 milliards. Si je prends le budget de la province de Kolwezi, la province du Lualaba, c'est autour de 320 millions de $. Si je prends la province pauvre, par exemple la province du Olomami, qui n'a pas de minerais, c'est autour de 180 millions de $. Mais nous avons 26 provinces. Si vous dites seulement que chaque province a, par exemple, 100 millions de $, ça veut dire que nous avons 2 milliards 600 millions. Et si on ajoute 2 milliards 600 millions aux 5 millions qui ont été élaborés par le ministre du budget, nous sommes déjà à 9 milliards. Mais est-ce que c'est un simple problème d'arithmétique? Parce que ces montants, ces budgets provinciaux existent bel et bien. C'est vrai que dans la pratique, ils ne rentrent pas nécessairement au niveau du budget national
au niveau du ministère des Finances national. Mais la réalité, c'est que ces budgets non seulement existent, mais aussi que les entités territoriales décentralisées, les provinces comprises, ont une grande faiblesse en termes de mobilisation des fonds. Au point que là où vous croyez que c'est un avantage de compter sur elles, mais elles vivent cela comme un inconvénient. Parce que si notre système est hybride, c'est justement compte tenu de cette insuffisance au niveau de la collecte, notamment des recettes publiques, mais aussi notre manière générale de penser l'État. Parce que sinon, ce serait un système totalement fédéraliste. Mais nous savons ce que c'est que l'histoire politique que nous avons eue dans ces pays. Donc, on a fait entre deux eaux. Et donc, on comprend que même cela a aussi une répercussion au niveau des finances publiques qui s'inspirent de cette politique. Est-ce qu'à ce niveau où nous sommes, nous votons nos élus pour qu'ils aillent tâtonner ou pour qu'ils appliquent les lois et la Constitution? Quand vous dites qu'ils ont fait l'hybride, ils ont fait quel hybride? Ils ont l'obligation de respecter la Constitution. La Constitution vous dit que le budget doit comprendre les budgets des communes, les budgets des provinces, pour que ce soit le budget de l'État. Oui, mais dans la pratique, vous partez de Kinshasa. S'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout. Non, parce que j'ai déjà compris où vous voulez en venir. Non, laissez-moi terminer. Vous tablez sur Kinshasa. Mais pas sur Kinshasa. Est-ce que vous avez été à Kabeya-Kamanga, par exemple, pour savoir quelle est la capacité de mobilisation des recettes locales? Je vous ai donné le budget du Haut-Lomami, qui est de 180 millions de dollars, sans impôt minimum personnel. Mais si je prends l'impôt minimum personnel, parce que les gens continuent à penser qu'un jour ils vont se réveiller, ils deviennent développés. Non, chaque Congolais doit avoir un effort à produire. Quand vous dites pauvreté, ça veut dire quoi? Est-ce que moi j'accepte de vivre dans la pauvreté parce qu'aujourd'hui je suis pauvre? On me dit donner donc je comprends que vous voulez qu'on repense l'État. Mais pourquoi nous devons la repenser? Parce que l'État a déjà été pensé dans la Constitution et les lois. Pourquoi on ne les applique pas? Pourquoi est-ce que je viens pour vous dire que c'est inconstitutionnel? Est-ce que le ministre des Finances, le ministre du Budget, qui est un excellent juriste, il ne comprend pas qu'en faisant ce budget, parce qu'il l'a même intitulé lui-même le budget du pouvoir central. Est-ce que la Constitution demande un budget du pouvoir central ou il demande un budget de l'État? Ne fût-ce qu'au niveau de la sémantique. Mais tout ça, l'erreur vient de quoi? L'erreur vient du fait qu'on a toujours fonctionné dans ce pays comme à l'époque coloniale en pensant que c'est le pouvoir central qui doit gérer même nos communes et nos territoires. Oui, effectivement. Non, et pourtant, on voit bien dans les cas que vous évoquez ici qu'un problème arrive à Lemba. Oui. On ne va pas dire que le bourgmestre de Lemba vienne voir comme l'expression quinoise mieux connu, mais on s'adresse généralement, on s'adresse directement au chef de l'État. Mon ami John, pourquoi? On s'adresse directement au chef de l'État. Il faut que les Congolais nous sachions que nous devons arrêter de marcher sur notre tête et les pieds en l'air. J'ai entendu même un ancien ministre de l'Intérieur qui est devenu aujourd'hui député. Il a mobilisé les députés nationaux pour aller voir le chef de l'État et lui dire qu'il y a des problèmes à Kinshasa. Mais c'est de la folie. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Il n'a pas été à l'école ou quoi? Quand on vous dit que la commune a ses attributions et la commune a ses moyens. La province a ses attributions, même le chef de l'État lui-même n'est pas l'autorité budgétaire. Lui, le député national, qui vote le budget du chef de l'État, le crédit du chef de l'État, lui va demander au chef de l'État de réparer les routes, d'aller voir les érosions. C'était les érosions de Mongafula ici. Un député national. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons des députés nationaux qui sont soit inconscients, soit irresponsables. Parce que moi, comme député national, par exemple, si je ne vois pas dans le budget de l'État, le budget de ma commune, de Lemba, le budget de la commune de Limete, le budget de la commune de Kisenso, le budget de la commune de Matete, je ne vote pas ce budget-là. Et c'est pourquoi je les invite à cette occasion, s'ils ne sont pas clairvoyants, qu'ils regardent que les électeurs qui les ont élus ne sont pas pris en compte dans le budget du gouvernement central, parce que ce budget-là n'est pas un budget de l'État. Et s'ils le votent, ils ont trahi le peuple. Et c'est pourquoi je le dis à haute et intelligible voix, ils ont trahi le peuple. Qu'il s'agisse des députés ou qu'il s'agisse de ceux qui sont au pouvoir exécutif. Parce qu'ils doivent comprendre qu'ils sont là pour solutionner nos problèmes. Ils ne sont pas là pour nous dire qu'ils sont incapables de mobiliser les recettes.
S'ils disent qu'ils sont incapables de mobiliser des recettes, qu'ils se démettent, il y a des Congolais qui sont capables de mobiliser des recettes. Mais vous savez que ça ne remonte pas aujourd'hui. Cela ne les justifie pas. Même les budgets, oui. Généralement, en termes des pourcentages d'exécution, oui. C'est généralement en deçà des 50%. Oui, ça c'est un autre débat. Les budgets sont souvent exécutés à 30-40%. Pourquoi? Parce qu'on pense que Kinshasa, par exemple, les recettes doivent être mobilisées par l'hôtel de ville. Non, laissez la commune mobiliser les recettes. Laissez le quartier mobiliser les recettes. Ayez le chef de rue qui mobilise les recettes dans sa rue. Vous verrez qu'on aura plus d'argent et on ne saura même pas peut-être quoi faire avec de l'argent. Et je ne sais pas si les gens comprennent. J'étais en Chine pour aller étudier le développement de la Chine. La réforme agraire chinoise, comment elle a été faite? Mais si nous ne savons pas copier les autres qui évoluent, nous voulons que les gens pensent, nous risquons d'être comme Haïti. 100 ans d'indépendance, plus pauvres qu'avant. Mais si nous ne retournons pas notre mentalité, de penser que demain, on viendra nous donner à manger chacun dans sa maison, et que la contribution, je parle de la réforme agraire. Qu'est-ce que les Chinois ont fait dans leur réforme agraire? D'abord, un Chinois ne peut pas quitter son village pour venir comme ça dans une ville bras ballants. Non. Là, on appelle même les statuts. Un paysan, c'est un paysan, il reste au village. Un citadin, c'est un citadin où il est né dans la ville, où il vient dans la ville, mais avec un contrat de travail. Tu ne viens pas te balader en ville comme ça, en train de jeter les immondices partout, et l'hôtel de ville a la charge de ramasser, et toi, tu ne contribues même pas. La réforme agraire en Chine a fait que tous les Chinois sont des producteurs. D'abord, on prend l'espace d'un village, même un village de 300 000 personnes, on divise l'espace en deux. La première moitié, on la vend à une entreprise productrice agricole. La deuxième moitié, on la divise par deux. On demande à tous les villageois d'être des actionnaires dans l'entreprise agricole. Et eux-mêmes restent avec une autre partie, ils se partagent selon les familles. Et tout le monde produit. On ne peut pas avoir une excuse de dire « nous n'avons pas l'argent ». Nous avons nos téléphones ici. Vous avez votre téléphone, j'ai le mien. Il y a même des enfants plus petits que moins de 18 ans qui ont des téléphones. Mais qui peuvent vous consommer 100 $ d'unité par an. S'ils prennent la moyenne d'$1 par jour, ils vont faire 350 $ qu'ils vont consommer par an pour rien. Mais mes chers amis, nous voulons que le Congo se développe ou nous ne voulons pas. Je vous donne un exemple en passant. Je suis encadreur de boxeurs. Nous avons fait une discussion avec des gens qui sont à l'extérieur du pays. Je prends la France. Un boxeur de la France me dit, n'envoie pas tes enfants en France. Parce que si tu les envoies et qu'on leur paye la bourse de leur combat, l'État français va prendre 50% des taxes. Mais ici, on vous demande de donner 10 $. Et vous enviez la France, vous allez en France, vous ne savez pas qu'en France, les gens travaillent pour payer le niveau de vie des Français. Oui, mais il faut aussi que... Parce que de la manière dont vous le dites, je trouve que peut-être ce n'est pas très réaliste. Parce que si c'était aussi simple, pourquoi ça ne s'était pas fait? Monsieur John, ne justifiez pas les compétences. Vous permettez, je vais juste vous permettre de relancer les débats. Oui. Moi, je prends pour moi le fait que, effectivement, il y a une forme d'attentisme au niveau de la population. Moi, à mon avis, ce serait peut-être là le problème. Parce que ce que vous évoquez, c'est un problème général des développements. La prise de conscience. La prise de conscience d'une société pour son bien-être. Oui. Alors, cette prise de conscience, elle peut venir du sommet, comme le cas de la Chine. Oui. C'est le sommet qui a pris conscience et qui a donné des directives. Oui. Elle peut venir de la base, c'est une forme de révolution de notre type. Alors, mais chez nous, on a attendu le sommet, ou on continue toujours de l'attendre. Mais la manière dont vous invectivez la base, vous pourriez peut-être, au lieu plutôt, enfin, vous invectivez le sommet, vous pourriez peut-être prendre autant de temps pour sensibiliser la base, c'est-à-dire la population, pour qu'elle se prenne en charge. Parce que notre population a aussi une histoire, c'est vrai, vous l'avez dit ici, un peu du parti unique, même au-delà même du système paternaliste colonial, que nous sommes encore en plein dedans. Les gens ont un rapport différent avec les pouvoirs publics. Donc, il ne serait peut-être pas mieux
que vous puissiez vous orienter vers là? Bon, M. John, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut dire que nous avons lutté dans ce pays pour qu'il y ait la démocratie. Donc, nous avons travaillé pour que cette population change. Et la population ne peut changer que si nous continuons de travailler. Mais moi, je me dis quoi? Je me dis, quand on gouverne, quand on est manager, on se fixe les objectifs. Ici, la population a fixé les objectifs au chef de l'État. Ils ont dit le changement. Est-ce que depuis que le chef d'État a pris le pouvoir il y a 2 ans, est-ce que la qualité du changement qui est induit est-elle l'espoir de notre population? Non, ce n'est pas à la hauteur de l'espoir de notre population. C'est pourquoi le chef de l'État lui-même s'est rendu compte que 2 ans durant, je n'ai pas travaillé pour les intérêts de la population et il a dit, je laisse la coalition ou je laisse l'accord parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la population. Il a dit, l'intérêt de la population est la loi suprême. Mais parce que le chef de l'État l'a dit et que moi je l'ai compris, je suis en train d'adresser mon message, non seulement aux dirigeants, pour qu'ils accompagnent le chef de l'État dans sa vision, mais je suis aussi en train de réveiller l'élite congolaise. Parce qu'il n'y a pas que les dirigeants et le peuple. À l'intermédiaire, il y a l'élite, c'est nous. Moi, en tant que l'élite, je prends la responsabilité de parler. Je prends la responsabilité d'interpeller et la base et le sommet. Vous avez parlé de la communication. Je ne veux pas critiquer d'autres médias ici. Est-ce que vous avez vu qu'avec le changement, les programmes de nos médias ont-ils changé? Je ne veux pas aller là-bas. Mais si les pasteurs constituent aujourd'hui l'essentiel des leaders de notre société, pourquoi on ne les associe pas dans cette mobilisation de recettes? Est-ce qu'on est obligé de continuer à réfléchir de la même manière que ce qu'on réfléchissait quand le régime Mobutu était là? Non. C'est pourquoi nous réfléchissons autrement en interpellant vous, les journalistes, et les médias, parce qu'ils joueront un grand rôle. J'interpelle tous les dirigeants. Je suis malheureux de le dire parce que je suis président de la fraternité Bana Moamba. Je constate que le chef de l'État est de Moamba. Je constate que le Premier ministre est de Moamba. Je constate que le ministre de l'Intérieur est de Moamba. Le ministre du Budget lui-même qui a conçu le budget est de Moamba, de Lemba particulièrement, comme moi, de Salongo d'ailleurs. Comme moi, je constate que le gouverneur de la ville de Kinshasa est de Moamba et de Salongo, de Lemba comme moi. Je constate que le vice-gouverneur de Kinshasa est de Moamba et de Lemba. Je les interpelle. Cette population de Moamba qui vous a voté, elle n'attend pas de vous un budget sans leurs besoins. Aujourd'hui, si un député national vote le budget dans l'état où il est, ce député a trahi la population. Justement, nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission. Oui. J'avais évoqué en ouverture les conséquences. Si vous constatez, vous, l'inconstitutionnalité, oui, vous interpellez et que vous n'obtenez pas de gain de cause, soit dit en passant, vous avez adressé un courrier oui, actuellement à la présidente de l'Assemblée nationale. Oui. Donc, vous comptez aussi aller à la Cour des cassations? Non, il y a 2 choses. La première chose, c'est que nous interpellons tout le monde à travers ces écrits. Nous allons rencontrer Madame la Présidente, nous lui avons écrit. C'est une dame qui a le cœur. Nous pensons que sa population, ou sa population qu'il a élue à Bumba, ou à Mongandanga, ou je ne sais pas à Badolité, elle attend de lui un budget. Donc, nous l'interpellons d'abord en tant qu'élu de cette pauvre population-là. Et nous l'interpellons comme responsable, 2e personnalité de la République démocratique du Congo. Nous allons échanger avec lui. Il va nous dire ce qu'il va nous dire. Certainement, peut-être que nous discuterons avec la Commission économico-financière et nous donnerons nos idées. Nous interpellons les députés qu'ils ne votent pas les budgets dans lesquels ils ne trouvent pas les budgets de leur circonscription. Et s'ils le font, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que moi, je ne prône pas le rejet du budget. Non, non. Je prône la transformation du budget. Il est négatif de rejeter. Dans ce cas-là, le budget pourrait facilement doubler, tripler, vous avez dit? Oui, même tripler. Si on le conçoit tel que la Constitution et les lois de la République l'exigent, ce budget-là ne sera plus le budget du pouvoir central comme il est. Il deviendra le budget de l'État. Mais parce qu'il est le budget de l'État, tous les citoyens à qui on va expliquer les raisons pour lesquelles ils doivent le faire, et si ces citoyens-là ne contribuent pas à 100% cette année, dans moins de 5 ans, ils prendront conscience
pour contribuer à 100%. Mais si les députés ne nous suivent pas, si le Parlement ne nous suit pas, c'est vrai que la loi ira au Sénat. Nous irons au Sénat pour aller réclamer le bien-être social de notre population qui n'est pas aujourd'hui pris en compte dans ce budget. Si le Sénat ne nous suit pas, nous allons interpeller le chef de l'État. Il est l'autorité suprême. Lui-même l'a dit. À la fin de son mandat, les gens vont le pointer du doigt. Nous allons lui dire, Président, la manière dont la gouvernance est faite... Et après le chef de l'État, vous irez à la Cour de cassation. Après, si nous ne sommes pas entendus par le chef de l'État, je pense qu'il est plus logique d'aller demander la justice pour la population, pour la pauvre population. Parce qu'aujourd'hui, D'accord, Godé Momba, on a compris. Malheureusement, cette émission a un temps limité. Peut-être un mot pour terminer. Je disais ceci pour finir. Si la population n'a pas gain de cause, au niveau des autorités politiques, nous allons recourir à la justice. Et la justice sera rendue aux pauvres Congolais qui ont le droit d'être efficacement gérés, administrés par ceux qui représentent l'État, mais lesquels qui représentent l'État aujourd'hui qui gèrent leurs intérêts. Nous n'irons pas en justice pour chercher le pouvoir. Vous serez candidat au Mwamba? Je le serai si la population me le demande. Merci beaucoup, Godé Momba. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne. Au revoir.